Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Pierre Ahmed Ba. Il est anthropologue. Pierre Ahmed Ba est expert en intelligence des systèmes complexes. C'est un plaisir, Monsieur Ba. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci à vous. Le plaisir est pour moi. Je suis très content d'être là aujourd'hui afin de pouvoir échanger avec vous et partager quelques réflexions sur les sujets de l'heure. Il y en a, ces sujets beaucoup qui sont quand même des défis pour l'État du Sénégal. J'en cite 3 défis. Le premier défi, c'est celui des inondations. Deuxième défi, c'est la Covid-19, mais aussi la cherté des prix des denrées de première nécessité. Ahmed Ba, alors finalement, que vous inspire cette situation assez complexe? Alors la situation est très complexe, mais évidemment le problème du Sénégal, c'est que nous dépendons beaucoup de la conjoncture internationale, parce que nous sommes un pays qui a pratiquement pas de tissu industriel, nous ne produisons pas grand-chose, même si vous regardez notre plat national, 98% de ce qui va dans notre plat national vient de l'international. Nous importons le riz, nous importons l'huile maintenant parce qu'on n'en produit pas assez, nous importons du sucre parce qu'on n'en produit pas assez, nous importons même des légumes. Il n'y a qu'à aller au marché Kermel le soir, vous verrez les conteneurs descendre des légumes, alors qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu une surproduction de légumes, mais il n'y a pas d'infrastructures, les infrastructures qu'il faut pour pouvoir nous permettre de stocker notre surproduction. La chaîne de valeur. Voilà, la chaîne de valeur Oui. n'est pas complète à ce niveau-là. Donc nous dépendons beaucoup de ce qui se passe à l'international et nous n'avons pas les solutions qu'il faut. Nous sommes obligés de subir parce que la crise, elle est internationale en ce moment. C'est pas qu'au Sénégal. Moi, je lisais un article hier où on disait que cette année, le Père Noël risque de ne pas venir, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'espace, il n'y a pas assez de conteneurs. Tout le monde veut la même chose à partir du même pays et ça pose un problème. Vous n'êtes pas sans savoir que 80% des marchandises consommées dans le monde sont affrétées par bateau. Donc c'est le transport maritime. Donc 2020 a connu une baisse du transport maritime, tout simplement parce que les économies étaient à l'arrêt. Et puis après il y a eu les plans de relance un peu partout, en Europe, aux États-Unis, en Asie et en Afrique. Donc tout le monde a voulu la même chose au même moment et c'est la demande est plus forte que l'offre. Oui, alors ça c'est sur la forme. Mais il est important, en partant quand même de ces 3 défis, à savoir inondation, à savoir cherté du coût de la vie, mais également, oui, la Covid-19. Qu'est-ce que cela implique en termes de gouvernance? La gouvernance actuelle est-elle efficace? Alors ça, c'est une question qu'il est difficile de répondre pour la bonne et simple raison que pour savoir si une gouvernance est efficace ou pas, il faut savoir quels ont été les objectifs qui ont été fixés. Ici, on parle beaucoup, on dit que le gouvernement ne travaille pas, etc., etc., mais on ne parle jamais des objectifs qui ont été fixés. On ne parle jamais des lettres de politique sectorielle qui sont envoyées aux ministres. On ne revient pas au discours de politique générale du Premier ministre. Bon, quand bien même on n'a plus de Premier ministre, mais le président devrait nous dire quels sont ses objectifs et il ne peut être jugé que s'il les a atteints ou pas. Mais on ne sait pas aujourd'hui, on parle de gouvernance. Oui, je suis bien d'accord, il y a énormément de problèmes, il y a énormément de choses qu'on aurait pu mieux faire, qu'on aurait pu faire autrement. Il y a énormément d'approches qu'on aurait pu utiliser et qu'on n'utilise pas malheureusement. Mais à partir des faits sur le terrain, les faits sont caractéristiques quand même d'une appréciation qui coule de source. Je veux parler des inondations, de l'emploi des jeunes. Il y a la cherté de la vie, le contexte de Covid-19. Mais ça, c'est des faits sur lesquels on peut apporter une appréciation. Bien sûr. Je peux apporter des appréciations par rapport à ça. La question de la pluviométrie, par exemple, au Sénégal, le problème n'est pas de la pluviométrie, parce que de 1951 à aujourd'hui, il est tombé en moyenne 117 mm d'eau par mois. D'accord? Donc, il n'y a eu qu'en 1957 et 64 qu'il y a eu 900 mm d'eau au Sénégal. Donc, en réalité, le problème des inondations n'est pas un problème, on va dire, n'est pas une calamité, une catastrophe naturelle. C'est un problème structurel. Malheureusement, nous sommes face à un problème structurel et chaque année, nous apportons des réponses conjoncturelles. Mais en réalité, si vous sortez les émissions que vous aviez faites l'année dernière, les émissions que vous aviez faites en 2012, les émissions que vous aviez faites en 2005,
vous trouverez que le problème est le même. Mais ça Les dénote- discours sont les mêmes Oui. et les solutions proposées sont les mêmes. Ça dénote quoi? Et le problème persiste. Ça dénote quoi? Parce que c'est un problème complexe. Pourquoi il est complexe? Parce que ça prend en charge, en considération l'hydrologie, Oui. C'est transversal, oui. l'hydrogéologie, Oui. les infrastructures et l'urbanisation. Le premier problème, c'est que des gens ont habité dans des zones où on ne devait pas habiter. Cela crée un problème, cela dit qu'il y a un problème au niveau d'une malgouvernance, c'est clair. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé à la fin des années 90. Ça, c'est d'un. De deux, il y a un problème d'ingénierie. C'est-à-dire aujourd'hui, au Sénégal, quand on construit une cité, quelle est la première chose qu'on fait? On terrasse. On coupe les arbres et on terrasse tout, on met tout à plat. Et si vous mettez tout à plat et que vous n'avez pas un plan de canalisation d'eau, bah, il est normal que l'eau stagne. C'est très clair. En plus, depuis 2005, tous les hydrologues savent que depuis 2005, la nappe phréatique au Sénégal s'élève à raison de 15 cm par an. Oui. D'accord? Ce qui fait que la nappe est en train d'affleurer. Oui. Tout le monde y est pour quelque Oui. chose. Tout le monde y est pour Oui. quelque chose. D'abord, celui qui achète y est pour quelque chose. Celui qui vend y est pour quelque chose. L'État qui a attribué les terres y est pour quelque chose. Et c'est pour ça que je dis ce problème, il est systémique, mais on apporte toujours des réponses conjoncturelles. Oui. On apporte toujours plan Orsec. 2005, plan Orsec. Oui. 2012, plan Orsec. À 2021, répétition, oui. plan Orsec. Oui. On fait exactement la même chose. L'année dernière, c'était la même chose. On va sortir les motopompes. L'État va faire des grandes annonces. On va investir 450 milliards. On va faire ceci, on va faire cela. Mais le problème, il est toujours là. Vous savez quoi? Si nous voulons régler le problème des inondations, il va falloir appeler les ingénieurs. C'est un problème d'ingénierie. Regardez Dakar. Dakar consomme 300 000 mètres cubes d'eau par jour. D'où vient cette eau-là? Cette eau vient du lac de Guiers, à 240 km de Dakar. Nous pompons l'eau du lac de Guiers, on l'amène à Méré, on le surélève, on lui donne de la pression, on le repompe pour l'amener à Dakar, le traiter et le distribuer au foyer. Mais ne pensez-vous pas qu'on peut faire la même chose avec les eaux de pluie? Oui. Est-ce qu'on ne peut pas drainer ces eaux-là et les repomper vers le lac de Guiers, par exemple? C'est une question qu'il va falloir se poser. Et la solution d'ingénierie existe déjà parce que nous le faisons déjà. Il faut juste le faire en sens inverse. Mettre des stations de pompage, pomper cette eau-là, l'amener à Thiès, et puis à Louga, et puis à Kermomarsar, au lac de Guiers. Ou alors en faire de l'eau à usage agricole. Par exemple, mettre des châteaux d'eau et puis permettre aux gens d'utiliser ces eaux-là. Donc les bassins de rétention, c'est très bien, mais ce n'est pas assez. Il faut trouver des solutions ingénieuses. Et ce que je dis là, je pense que les experts le comprennent très bien. Si nous sommes capables de prendre de l'eau et de rendre cette eau-là consommable à 200 km de Dakar et à raison de 300 000 m3 d'eau par jour, je pense que nous sommes capables de récupérer 300 000 m3 d'eau et de le renvoyer au lac de Guiers. Parce qu'il est tombé en 2 jours 264 000 m3 d'eau l'année dernière, par exemple. Oui, c'est-à-dire pratiquement la consommation journalière de Dakar. Ça pose la problématique de la gouvernance. Ça pose la problématique de la gouvernance. Ça pose d'abord la problématique de la vision. Oui. Je pense qu'il est important de se rendre compte qu'on ne peut gouverner sans la science. Et si vous regardez tous les secteurs de gouvernance dans ce pays-là, il y a du tout, sauf des scientifiques. Ils ne sont pas intégrés au processus de prise de décision. Dans tous les pays du monde, par exemple, dans le cas de la pandémie, on a fait appel aux scientifiques. Le débat était ouvert, il était démocratique. Chacun y est allé de ses connaissances, de son background, de son expérience et de sa spécialité. Au Sénégal, on en a fait une affaire politique. Toutes les décisions qui ont été prises se sont révélées une année après des décisions qui étaient juste conjoncturelles, qui n'étaient pas fondées. Parce qu'on a rouvert les écoles en 2020. On les avait fermées, on les a rouvertes en 2021. On les avait fermées en 2020. Pourquoi je dis ça? On les a rouvertes sans que ça n'ait une incidence sur le taux de prévalence de la Covid. Alors pourquoi les avoir fermés auparavant? Parce que nous ne nous sommes pas posés. Nous avons dit nous allons vers ça, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Mais
tout ce qui a été fait, quel est son impact aujourd'hui? Quel est l'impact sur le vécu du Sénégal? Quel est l'impact sur l'économie? Nous avons très peu souffert au plan sanitaire, mais nous allons souffrir encore longtemps au plan économique. Et c'est le monde entier qui va changer sa façon de fonctionner. La mondialisation va de plus en plus laisser place à la régionalisation. Parce que de plus en plus, les gens vont se dire, écoutez, il faut que les choses soient produites à côté de chez nous. Oui, en attendant de venir sur la perspective en termes de solutions adaptées, il y a que la situation, elle est là. Aujourd'hui, quand vous jetez un coup d'œil sur l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages réalisée par l'ANSD, l'Agence nationale de développement sanitaire, de juillet 2020, qui montre que l'incidence de la pauvreté individuelle au Sénégal est de 37,8%. Oui, selon vous, quelle explication par rapport surtout aux projections du PSE, du programme Sénégal émergent? Écoutez, les projections du PSE, il va falloir les revoir. Parce que ce n'est plus d'actualité, parce qu'on a fait ces projections-là, on ne savait pas que le monde allait arrêter de tourner pendant 2 bonnes années et on ne sait même pas encore ce qui va advenir dans les jours à venir. On ne sait pas si les vaccins vont être encore efficaces sur les nouvelles mutations, parce que le virus vient de muter encore, on parle de quatrième vague, de quatrième vague, etc. Donc il va falloir revoir tout ça. Ce qu'il nous faut, c'est de la prospective. Il faut qu'on arrête de réagir. Il faut que nous ayons de la prospective, il faut que nous ayons une vision à long terme. Il faut qu'on se rende compte qu'en réalité, nous avions une projection de 6,9% en termes de croissance économique et qu'on est tombé à 1, voire moins 1. Vous voyez. Donc, il y a effectivement quelque chose qui se passe. La question, c'est pas qui en est responsable, parce que c'est très facile de répondre à cette question-là. La question, c'est de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous en sortir. La question, c'est de savoir quelle contribution nous pouvons amener pour que le pays s'en sorte. Aucun homme politique, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir, ne peut régler ce problème-là. Parce que d'abord, c'est un problème qui, en partie, ne dépend pas de nous, parce que les investissements directs étrangers ont été minimes et tout le monde sait que notre économie dépend des IDE. Ça, c'est donc. De deux, pourquoi ça a une incidence directe sur la pauvreté? Mais la pauvreté a toujours été là. Combien de programmes l'État du Sénégal a eu contre la pauvreté? Nous avons eu le programme de lutte contre la pauvreté, nous avons le programme d'appui à la réduction de la pauvreté, nous avons la bourse familiale, nous avons la couverture maladie universelle. Il y a au moins 10 programmes au Sénégal qui luttent contre la pauvreté et la pauvreté est toujours là. Pourquoi? C'est la question qu'on devrait se poser. Pourquoi? Est-ce que nous pouvons éradiquer la pauvreté? Si oui, comment pouvons-nous éradiquer la pauvreté? Mais c'est des questions que nous ne nous posons pas parce qu'il y a de l'argent qu'on nous donne en nous disant vous êtes pauvre, vous devez lutter contre la pauvreté. Oui, mais lutter contre la pauvreté, à mon avis, c'est pas donner de l'argent aux gens. Lutter contre la pauvreté, c'est de revoir notre programme de formation et d'éducation des enfants à la base. C'est repenser notre économie. C'est de faire en sorte que les facteurs exogènes ne puissent pas directement heurter notre économie, mais c'est de faire en sorte de créer un tissu économique local, introverti, et qui est à même de répondre aux besoins et aspirations des populations. Le programme d'enseignement, pourquoi nous avons tous besoin d'aller dans l'enseignement général et de faire un bac général? Pourquoi? Le jeune Sénégalais jusqu'à 25 ans, qu'est-ce qu'il sait faire? Il faut quand même préciser qu'il y a le bac technique. Maintenant, le problème, c'est de voir où se situent les difficultés pour amorcer le virage. Je suis convaincu que l'enseignement universitaire, c'est pour l'élite. Tout le monde ne peut pas aller à l'université, tout le monde ne peut pas être avocat, tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas avoir un master 1, un master 2, un DEA, etc. ou un doctorat. Non, je pense que le meilleur système à ce niveau-là, et je vous invite à vous y intéresser, c'est le système éducatif en Suisse. Il y a très peu de gens en Suisse qui vont à l'université. Pourtant, c'est une économie qui se porte très bien. Pourquoi? Parce que les gens se spécialisent très tôt, avant même le bac. Vous avez un bac, vous allez travailler. Si vous voulez maintenant, au-delà du travail, faire une formation universitaire, vous aurez un mois un métier. Mais au Sénégal, jusqu'à 24 ans, 25 ans, voire 30 ans, les gens n'ont pas de métier. Ils ne savent rien faire à part vous réciter des leçons.
Et ça pose aussi le problème qui se passe à l'université en ce moment. Pourquoi tous les ans, les gens qui sont en master sont dans la rue en train de jeter des cailloux et en train de manifester? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transversalité au sein de l'université. Le projet Campus Sénégal, qui était très bien dans la mesure où ça permettait légitimement d'orienter les bacheliers vers les cursus les plus appropriés suivant leurs notes et suivant leur capacité intellectuelle. Mais quand vous arrivez en master, après il y a très peu de place. Et le programme ne permet pas, on a supprimé, si vous voulez, les ponts. Vous ne pouvez plus quitter la science pour aller en médecine, vous ne pouvez plus quitter la médecine pour aller en sciences, etc., etc. Donc, si vous suivez un cursus, vous arrivez en master et qu'il n'y a plus de place pour faire un master 2 ou pour faire un DA ou pour faire un doctorat, vous allez faire quoi? On vous arrête là. Donc ça, c'est un problème. Je pense qu'il est important qu'on rétablisse les passerelles à l'intérieur de l'université. Il est important que nous repensions notre éducation. Nous ne pouvons pas continuer à donner un bac général à tous qui ont 18 ans, voire 20 ans. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons plus nous le permettre. Dans les années 90, dans la politique de déflation des agents de l'État, on a supprimé combien de séries? Les séries F, il y en avait combien? Série E. Aujourd'hui, vous me parlez de bac technique. Il y a quoi? Il n'y a pas grand-chose. Nous devons d'abord penser à ce dont nous avons besoin. De quoi avons-nous besoin? Qu'est-ce que nous avons? En dehors des ressources minières et énergétiques dont nous n'avons pas les moyens d'exploiter. De leur exploitation. Oui. Nous n'avons pas les moyens de leur exploitation. Nous sommes obligés de faire appel à d'autres. Mais qu'est-ce que nous avons que nous pouvons exploiter par nous-mêmes? Parce qu'il faut choisir un modèle économique. Mais nous sommes dans un pays Vous voulez remettre en cause le modèle proposé par l'actuel régime? Oui, mais bien sûr. En quoi? Mais c'est ce que je vais vous expliquer. Oui. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons de la terre, de l'eau, du soleil et une grande capacité, une grande force de travail. Pourquoi je parle de force de travail? Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'au Sénégal, il y a à peu près 10 millions de personnes qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais appris un métier. Jamais. Et ils sont 10 millions. Nous sommes 16 millions et quelques, presque 17 millions. Ils sont 10 millions. Et dans ces 10 millions-là, il y a à peu près 80%, voire 7, voire 8 millions, qui ont moins de 30 ans. C'est une force de travail qui n'est pas qualifiée. Est-ce que vous allez les mettre à l'école? Trop tard. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place des centres de capacitation, leur donner les capacités d'aller travailler la terre? Par exemple, nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons la terre, nous avons cette force de travail-là. Est-ce que nous ne devrions pas repenser notre économie? Parce que nous sommes tout près d'être une économie de service. Nous avons beaucoup investi dans les infrastructures qui permettent, par exemple, au Sénégal, aujourd'hui, de n'importe quel contrée du Sénégal, on peut faire une opération bancaire. Internet fonctionne très bien, les banques fonctionnent, on peut faire n'importe quelle opération. Nous avons des réceptifs hôteliers. C'est pas ça le problème. Et la preuve pourquoi nous souffrons aujourd'hui, c'est parce que les hôtels ont perdu à peu près 50 milliards. Nous sommes dans un contexte de Covid-19. Nous sommes dans un contexte de Covid-19. Oui. Mais est-ce que ça ne devrait pas nous pousser à repenser Oui, mais concrètement, si on prend l'exemple de la cherté, du coût de la vie, aujourd'hui, l'État du Sénégal, vous le savez, c'est l'information, a renoncé à 47 milliards de francs CFA pour aider les ménages. Quelle appréciation? Est-ce pertinent pour vous? C'est très bien, c'est pertinent, c'est pas suffisant. Oui, c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que vous savez, dites-vous bien que cette crise va perdurer jusqu'au mois juin 2022. Elle n'est pas prête de partir. Elle n'est pas prête de partir pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un repositionnement géopolitique qui va se faire parce que, vu ce qui se passe en Afghanistan, l'Afghanistan est ce que les Américains ont appelé l'Arabie Saoudite du lithium. Il va y avoir un repositionnement extraordinaire dans les jours à venir. Ça a déjà commencé. Les gens sont en train de se bousculer. D'aucuns s'en vont, d'autres arrivent. Et si la Chine met la main sur le lithium, qui est aujourd'hui, si vous voulez, l'or de demain, c'est l'or blanc en comparaison à l'or noir, ça va donner beaucoup de puissance économique et les pays européens ne pourront que redéfinir non seulement leur politique sécuritaire, ce qu'ils sont en train de faire, mais leur politique économique. Et c'est pour ça que je parlais de régionalisation plus tôt.
C'est-à-dire que nous devons être intelligents, nous devons voir ce qui se passe dans le monde. Il faut qu'on cesse de penser que nous sommes loin de tout ça. Il ne suffit que de 9 jours pour faire Bamako, Kaboul en voiture. En voiture, je vous dis bien. Il se passe énormément de choses aujourd'hui et nous sommes absents de cela parce que nous pensons que c'est le problème des autres. Les Américains ont pensé, excusez-moi, que l'Afghanistan c'était le problème de la Russie en 79. Ils ont aidé les talibans et les moudjahidines à lutter contre les Russes. Les Russes sont partis en 89. Ils ont pensé gagner la guerre froide. Le mur de Berlin est tombé. Mais au terme de l'histoire, votre avis, à mon avis, ils n'ont pas gagné la guerre froide. C'est la Russie qui sort grand gagnant. Vous savez pourquoi ? Parce que ce sont ceux que les Américains avaient aidés à combattre les Russes qui ont fait le 11 septembre 2001. Qui ont amené le terrorisme. Al-Qaïda, les Moudjahidines, tout ça. Donc, ce qui se passe... En conséquence, il faut que nous redéfinissions d'abord notre politique sécuritaire et ensuite notre politique économique. C'est très important. Je reviens là-dessus. Et là, vous parlez de cherté de la vie, vous parlez des mesures qui ont... par l'État du Sénégal. C'est pas assez. Vous avez dit que c'est insuffisant. C'est insuffisant. Alors, mais justement, aujourd'hui, en quoi c'est insuffisant? C'est insuffisant parce que ça ne réglera pas le problème. Et je ne pense pas que cette crise est partie pour perdurer. Elle va perdurer. Oui. Maintenant, quelle alternative? Je dis que ce n'est pas suffisant par rapport à l'ampleur. Il faut être précis, oui. Par rapport à l'ampleur des dégâts. Par contre, c'est un gros sacrifice du point de vue d'un État qui n'a plus ses ressources habituelles. Le tourisme ne fonctionne pas et tout le monde sait que ça participe pour notre PIB. Les exportations n'ont pas beaucoup fonctionné. Même si on a produit beaucoup de phosphate, on n'en a pas beaucoup exporté en 2020. Donc l'État est hagard en ce moment. Et malgré cela, l'État renonce encore à 47 milliards. Pour rappeler à nos auditeurs qu'il est notre invité, Pierre-Ahmed Ba, il est anthropologue, expert en intelligence des systèmes complexes, mais Pierre-Ahmed Ba est le président du mouvement politique dénommé Moi le Sénégalais. On reviendra déjà sur ce mouvement politique avant de boucler cette émission. Alors, pour boucler la première partie de l'émission, vous avez parlé justement de ces grands défis de l'heure. Vous avez parlé des inondations, vous avez parlé de la cherté du coût de la vie, vous avez également parlé de la COVID-19. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences qui risquent de se produire par rapport à une situation assez complexe comme celle dans laquelle est plongé le Sénégal? Alors, déjà, il faut comprendre que dans le cas de la pandémie, je pense que nous nous sommes pas mal débrouillés. Par contre, maintenant, nous sommes à un stade où le problème est logistique au Sénégal. Nous avons un problème logistique en ce moment. Et à ce niveau-là, je vais donner quelques pistes de réflexion. Très rapidement. Nous savons qu'il y a des tests de diagnostic rapide, ce qu'on appelle les TDR, qui existent. Je pense que l'État devrait commencer à réfléchir à comment démocratiser, rendre accessibles ces tests-là et que ce soit disponible dans les pharmacies. Que chacun, à partir du moment où il commence à se sentir mal, puisse aller à la pharmacie, acheter un test, se tester, comme on le fait avec les tests de grossesse, et ça permet une prise en charge rapide. Et je pense que c'est très important. Autonomiser l'accès. Autonomiser l'accès et peut-être même de subventionner ces tests-là pour qu'on les achète à 100 francs ou à 200 francs pour permettre à tout Sénégalais de pouvoir se tester et de savoir s'il a la maladie ou pas et de se diriger directement vers les centres de traitement. Je pense qu'on gagnerait beaucoup de temps si on faisait ça, si on mettait l'accent sur la production et la disponibilité. Je pense que la santé publique est la responsabilité de l'État et en tant que tel, il appartient à l'État de tout mettre en œuvre pour permettre aux Sénégalais de pouvoir se prendre en charge très tôt, surtout les personnes souffrant de comorbidité et qui sont pratiquement les plus atteintes. Je pense qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de panique. Je pense que l'État est en train de bien gérer et c'est un travail à saluer quelque part aussi parce que quand même, c'était pas évident d'avoir autant de vaccins disponibles et je ne pense même pas que 1 million de personnes vaccinées puissent avoir une incidence directe sur ce qui est recherché par le vaccin, c'est-à-dire une immunité collective.
collective. Okay. Je pense qu'il est important aujourd'hui de gérer les questions logistiques hein, et d'utiliser les différents relais qui existent, que ce soit les pharmacies, les centres de santé, les cases de santé, tout ça, mettre en place des plans de formation ou alors faire de la communication à la télé, dans les chaînes de radio pour permettre aux gens de savoir comment s'auto-tester et mettre ces tests-là sur la place publique pour que tout le monde puisse se tester et permettre une meilleure prise en charge des malades. Je pense que ça, c'est important. C'est une idée que je partage avec tout le monde. Je pense qu'il est important de réfléchir là-dessus pour permettre une meilleure prise en charge des malades. Oui, le débat est ouvert sur la question. Mais alors, nous parlons politique à présent. Avec le lancement ce jeudi de la coalition Yewwi Askan Wi en perspective des locales de janvier 2022. Alors, est-ce par pur pragmatisme, s'unir ou périr, ou y a-t-il une véritable idéologie qui lie les différents acteurs qui composent cette coalition Yewwi Askan Wi? Vous savez, il y a bien longtemps qu'il n'y a plus d'idéologie dans la politique sénégalaise. Franchement, on a vu du tout. On a vu des socialistes se liguer avec des libéraux. On a vu des communistes s'allier à des libéraux. On a vu des communistes et des socialistes, etc., etc. Donc, la question de l'idéologie, je pense qu'on peut la mettre de côté. Ce n'est pas une question d'idéologie, c'est un objectif commun. C'est l'objectif de faire perdre Macky Sall, de faire partir Macky Sall ou alors Benno Bokk Yakaar, la coalition qui gouverne aujourd'hui le Sénégal. Ce que je retiens, ou alors ce que je constate dans la vie politique du Sénégal, c'est que de plus en plus, on tend à changer de paradigme. C'est-à-dire, on passe de l'adversité à l'animosité. Ah oui? Ben oui, il y a beaucoup d'animosité dans la politique. On revoit ça dans les discours. J'ai vu le communiqué de presse qui a été envoyé hier à la presse où on dit il faut faire une marche. Mais ça, c'est pas Yewwi, mais bon, c'est une autre coalition de mouvements citoyens. C'est par rapport à la cherté de la vie. Oui, par rapport à la cherté de la vie. Ils vont faire une marche, mais ils disent que la marche, c'est la seule menace. Ils ont utilisé le terme menace pour que le régime en place prenne des dispositions. Mais attendez, on vient de l'expliquer. Nous sommes un pays qui ne sait pas compter sur lui-même. Et ça ne changera pas du jour au lendemain. Vous mettrez n'importe quel homme politique, n'importe quel leader de mouvement citoyen au pouvoir, il ne pourra rien faire. Parce que nous comptons sur les autres. S'il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de riz. S'il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de sucre. Et les bateaux, il n'y en a pas. Oui, alors, vous avez beau marcher sur la cherté de la vie, ce n'est pas une question politique, c'est une question économique. Il faut faire attention. Prenez le nom. Yewwi Askan Wi. Quand lañu Yewwi du ku ñu yeew. Mais fi kan lañ fi yeew. Yewwi Askan Wi. C'est-à-dire, aujourd'hui, on commence par dire que on part de cette idée selon laquelle, partagée en tout cas par les gens qui ont mis ces choses en place, que les Sénégalais sont attachés. Mais attachés par qui? À quoi? Comment? Qui leur a donné mandat? Qui leur a donné mandat? Quand bien même le Sénégalais serait attaché, qui leur a donné mandat? On se lève et on dit, ben écoute, on va aller libérer le peuple. Mais vous nous libérez de quoi? Oui, le fait déjà de procéder à ce lancement, est-ce qu'il s'agit là d'une prouesse quand on sait qu'en démocratie, construire une coalition ou une alliance n'est pas aisé? Construire une alliance n'est pas aisé pour la bonne et simple raison que si vous voulez, il faut savoir gérer les égos. Oui. Toutes les coalitions dans l'histoire du Sénégal qui n'ont pas marché, c'est une question d'ego. Surtout quand on est dans l'opposition. Quand on est dans l'opposition. Oui. La seule alliance où les gens savaient taire leur ego, c'était lors de l'élection d'Abdoulaye Wade en 2000, parce qu'il était arrivé un moment où les gens avaient atteint en fait un certain âge, une certaine sagesse, et où se sont dit, mais l'important en fin de compte, c'est de changer de régime. Et la personne la mieux placée, c'était Abdoulaye Wade, et ces gens ont eu l'intelligence de mettre de côté leur ego. Je ne pense pas que ce soit le cas dans cette alliance, et nous sommes encore loin des élections, parce qu'en politique, un mois, c'est long. Très a fortiori, 6 mois. Oui, justement, le PDS, parlons-en, puisque le PDS et justement certains autres leaders comme Pape Diop, comme également Mamadou Diop Decroix, n'en font pas partie. Du moins pour le moment, est-ce qu'aujourd'hui c'est un faux débat ou est-ce que c'est un débat
normal à l'heure actuelle? Mais vous savez, chacun choisit sa stratégie pour aller aux élections. Ces gens se sont retrouvés autour d'une stratégie et pensent que c'est la façon la plus idoine de pouvoir gagner ces élections. Mais le fait de construire cette alliance sans le Parti démocratique sénégalais, sans des leaders comme Pape Diop, comme Mamadou Diop Decroix, est-ce que pour vous c'est un faux départ ou est-ce que c'est un départ normal? On n'est pas obligé d'aller en alliance. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas parce que nous sommes tous dans l'opposition, que tous ces partis sont dans l'opposition, qu'ils sont obligés de se mettre ensemble. Les intérêts ne sont pas les mêmes, les visions ne sont pas les mêmes, les représentativités ne sont pas les mêmes. Je pense que quand on est invité à une alliance, quand un parti politique est invité à s'allier à un autre, il se pose la question de la représentativité. Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y perds? Qui gagne dans cette coalition-là? C'est ça la question fondamentale qu'il faut se poser. Donc, ce n'est pas parce que le PDS ou Pape Diop ou Mamadou Diop Decroix n'ont pas accepté d'y aller que ce serait un faux pas ou pas. Ils sont tous dans l'opposition, mais ils n'ont pas les mêmes visions. Ils n'ont pas les mêmes approches. Ils ne sont même pas obligés de les avoir. Donc, il est important aussi de se dire qu'il y a un jeu politique qui est en cours et qu'il serait peut-être même prématuré de se prononcer. Peut-être que cette alliance n'ira pas loin. Peut-être que d'ici les élections... A-t-elle une longueur d'avance sur les autres? Mais tout ça, c'est une question, vous savez, est-ce qu'ils ont une longueur d'avance sur les autres? On en revient à la même chose. C'est une question stratégique. C'est une question stratégique. Les uns vont préparer les élections 2 ans avant, d'autres 3 mois avant, d'autres 4 mois avant. Cela dépend de l'approche. Moi, je suis dans un parti politique, donc je ne peux pas entrer dans les détails. Je ne sais pas quelle est leur stratégie, quel est leur truc. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un truchement sémantique dans les mots qui sont utilisés dans l'espace politique. Et ça, il faut le relever. Et j'ai l'impression que nous sommes passés de l'adversité, qui peut être très sain, à l'animosité. Les gens ne s'aiment pas. Les gens s'insultent. Ils ne s'aiment pas. Ils ne sont pas obligés de s'aimer. Mais on est dans l'espace politique. Il y a un minimum de respect tout de même. Il y a un minimum de respect. Il faut respecter les institutions. Et on a vu des institutions qui ont été bafouées, attaquées, traitées et traînées dans la boue. On est d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que en tant qu'homme politique, leader qui aspire à gouverner ce pays-là, il est important de respecter les institutions et de les faire respecter. Oui, alors, une question, Pierre-Ahmed Ba. Réussira-t-elle, je veux parler de cette coalition, à faire des élections du 23 janvier 2022 un remake de celle du 22 mars 2009? Alors, les contextes ne sont pas les mêmes, ça c'est une chose. Le mode d'élection n'est plus le même, ça c'est une deuxième chose. Donc, est-ce qu'ils vont faire un remake de 2009? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas pour la bonne et simple raison que les modes de scrutin ne sont pas du tout les mêmes et on n'est plus à la même époque. Donc, je pense qu'il va se passer énormément de choses, mais il faut se rendre bien compte que la politique est une affaire de politique. Il est très important de toujours se souvenir que la politique est une affaire de politique. C'est-à-dire? Je pense que c'est très simple à appréhender. La politique, c'est une affaire de politique. On ne peut pas faire autre chose en politique que de la politique. Et si on fait de la politique, il y a un certain nombre de préalables et il y a une courtoisie qu'il faut avoir. Senghor et Cheikh Anta n'ont jamais été d'accord et pourtant ils se respectaient l'un de l'autre. C'est très important. Abdou Diouf et Abdoulaye Wade n'étaient d'accord sur rien du tout, mais ils se respectaient. La campagne électorale est une campagne électorale. Au-delà de la campagne électorale, on peut faire de la politique. Mais il faut bannir l'animosité de l'espace public. Alors, ce n'est bon pour personne. Nous avons vu pour la première fois au Sénégal des gens s'attaquer à des biens personnels et à des personnes, instituts personnels qui n'ont rien à voir avec le pouvoir. Je ne pense pas qu'au mois de mars, quand on a attaqué la maison de Maître El Hadji Diouf ou quand on a attaqué la maison d'un animateur de radio ou de télé, qu'ils avaient quelque chose à voir avec le pouvoir. Je pense qu'il est important de bannir l'animosité. Je reviens là-dessus. Je pense que nous avons tous une responsabilité devant l'histoire. Alors, la coalition présidentielle, venons-en. La coalition présidentielle, de son côté, s'organise elle aussi. Reste-t-elle toujours propre et mobilisée en vue des prochaines élections au regard des derniers développements? Mais vous savez, le meilleur baromètre pour une coalition ou alors pour un parti politique, ce sont les élections. Oui. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés aux élections. Le dernier baromètre, c'était l'élection présidentielle.
Nous sommes d'accord avec tout ce qu'elle avait de particulier. Hein. Donc, vraiment, c'était une élection très bizarre, mais c'est le dernier baromètre. Le prochain, c'est en février. Attendons février pour savoir. Maintenant, il va de soi que quand les gens se rendent coup pour coup, il va de soi que ça fuse de tous bords. Alors, vous l'avez dit, il s'agit d'élections locales. Vous avez suivi ces derniers temps l'avènement de certaines catégories comme les jeunes, mais également comme les femmes. Mais justement, avec le recul, comment analysez-vous de plus en plus l'intérêt que cela suscite chez ces différentes catégories, que l'on soit jeune ou femme, en perspective des élections locales? Tout à l'heure, on parlait de mutation sociale. Et je vous ai dit tout à l'heure que la majeure partie de la population est jeune. Donc, cela témoigne d'un certain dynamisme et qu'il est important que la classe politique se renouvelle. Il est tout aussi important que les jeunes intègrent les instances de décision. On peut lire ça comme ça, ou alors on peut lire d'une autre manière en se disant, écoutez, pourquoi tout le monde veut faire de la politique? Pourquoi tout le monde veut faire partie des instances de décision? Est-ce que ce n'est pas un message subliminal envoyé à la population par les hommes politiques qui se dandinent tous les soirs avec leur grosse bagnole et on a comme l'impression que vous avez suivi à travers les réseaux sociaux des maires qui vont aller chercher des voix et aussi tabassés par les populations. Oui. Ça dénote quand même une autre lecture de la situation et sa complexité. Oui, mais la situation est très complexe et c'est dans ce sens-là que nous devons faire attention. Nous devons faire très attention. Maintenant que des jeunes s'investissent en politique, je suis bien d'accord. Franchement, il le faut. Il faut des jeunes dans les instances de décision. Il faut aussi que la génération qui nous a précédés nous laisse la place, nous encourage. Mais il faut aussi que les jeunes soient intelligents. Je ne pense pas, et ça ne s'est passé que très rarement, à moins qu'il y ait eu des révolutions armées, je ne pense pas qu'on peut comme ça, de but en blanc, comme ça, se réveiller et chasser les gens. Comme ça, des gens qui sont installés depuis fort longtemps. Je pense qu'il nous faut avoir, nous jeunes, il faut éviter l'erreur de penser que nous avons les capacités, que parce que nous avons les capacités, nous pouvons venir et effacer les hommes politiques de l'histoire. C'est pas possible. Je pense qu'il faut, et c'est là qu'il est intelligent, qu'il est important de nouer des coalitions intelligentes. C'est-à-dire qu'il faut que les jeunes acceptent que nous sommes dans une société où le droit d'aînesse existe, où l'âge est important, où les personnes d'un certain âge s'attendent à ce que les jeunes les suivent au pas. Oui. Quand on est dans notre monde de jeunes, on a l'impression que tout ça n'a pas de sens. Mais j'ai été confronté à cela. Et l'erreur que j'ai commise, et je ne voudrais pas que les jeunes qui aujourd'hui vont aux élections commettent les mêmes erreurs. L'erreur que j'ai commise, c'était de penser que parce que nous sommes jeunes, bien formés, et que parce que nous avons de l'argent, nous pouvons venir et gagner les élections parce que c'est notre territoire, nous y sommes nés, nous y avons grandi, et que nous connaissions tout le monde. Et bien, finalement, j'ai perdu les élections. Ça aurait été plus intelligent d'aller voir un homme politique et de s'allier à lui, de commencer d'abord par être conseiller municipal et plus tard de gravir les échelons. Et si j'ai un conseil à donner à ces jeunes-là, c'est de ne surtout pas faire cette erreur, c'est de ne surtout pas penser que parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont dynamiques, parce qu'ils sont de la localité, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont une formation, parce qu'ils ont de l'aura, ou alors parce qu'ils occupent certaines stations, qu'ils peuvent s'attendre à ce que la communauté de laquelle ils sont issus vote pour eux. Alors, ça suppose quoi que ces élections locales revêtent une particularité? Si tel est le cas, laquelle? Oui, depuis 2014, les élections locales ont changé. Ça relève une particularité parce que les gens ont envie de s'investir. Mais vous savez, moi je dis tout le temps, et il faut faire attention à ce niveau-là, il y a deux types d'hommes politiques. Il y a ceux qui utilisent la masse pour avoir l'argent. Et ceux qui utilisent l'argent pour avoir la masse. Oui. On assiste depuis 2000 à ce binôme-là. C'est ces hommes politiques-là. Alors aujourd'hui, des gens vont venir avec des beaux discours parce qu'ils cherchent la masse, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils cherchent la commune pour la commune ou est-ce qu'ils cherchent la commune comme strapontin pour aller à un autre niveau? Est-ce que c'est un plan de carrière personnel ou est-ce que c'est un projet collectif? Et c'est cela qu'il faut déceler dans le discours des candidats. Pierre Ahmed Ba, ce serait bien de nous donner votre lecture quand même à l'heure du bilan. Vous avez parlé de ceux-là, politiques qui cherchent la masse
ou c'est la politique qui cherche l'autre voie? Laquelle est la meilleure et à l'heure du bilan, qu'est-ce que cela donne? Non, mais je pense que quand on s'investit pour une cause communautaire, d'abord, Oui. c'est parce que nous avons les moyens de s'investir pour la cause communautaire. Cela suppose quoi? Cela suppose que nous avons déjà réglé nos besoins primaires. Quelqu'un qui n'a pas réglé ses besoins primaires ne peut pas s'investir pour une cause commune. Da ngay defal sa bopp ba pare di soog a jàppale keneen bay ci sa weewu tànk loolu la Olof Njaay wax du dëgg. Donc il est très important que les gens qui aspirent à diriger la communauté soient des gens déjà accomplis quelque part. Il est important. Deuxièmement, il est important de voir parmi les candidats qui est le plus à même de régler les problèmes de la commune. Parce que nous sommes à l'acte 3 de la décentralisation. Les gens oublient ça. Je vois qu'il y a eu des inondations, les gens sont partis. Est-ce que vous avez entendu le discours des Sénégalais? Les Sénégalais tapent directement, ils tapent même pas sur ils tapent directement sur le président. Le président, le président, le président, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement. Les maires n'existent pas. Dans le discours du Sénégalais, quand il se passe quelque chose, Est-ce que c'est pas lié à la nature même de la problématique que sont les inondations? Non, c'est lié à notre histoire socialiste. C'est aussi simple que ça. L'État est partout, l'État a tout, l'État a du pain pour tout le monde. Et nulle part en même temps. Et nulle part en même temps. Oui. Mais au Sénégal, on a l'impression que c'est ça. Nous sommes tellement habitués à ça que c'est ancré dans dans la tête des populations. Donc aujourd'hui, on saute ce maillon-là, qui est un maillon très important. Donc à la limite, les élections locales ont du sens et de l'importance pour les populations, du moins, excusez-moi, pour les candidats, les partis politiques, mais est-ce que ça a du sens pour les populations? Est-ce que les populations vont se dire, ben tiens, on va voter pour celui-là parce qu'il est capable de changer notre condition d'existence? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Et on ne vote pas comme ça au Sénégal. Donc, les élections locales ont un enjeu. C'est bien heureux qu'il y ait des femmes. Moi, je suis très progressiste de ce point de vue-là. C'est bien important qu'il y ait des femmes et j'ose espérer que nous arriverons un jour où il y aura plus de femmes dans les instances de décision et de direction. C'est bien important qu'il y ait des jeunes, mais tout ce que je peux leur dire, c'est de ne pas aller plus loin, de ne pas aller très vite, de faire attention, d'y aller avec intelligence et de savoir que leur heure va venir par la force de l'histoire. Par la force de l'histoire, il était déjà connu qu'Abdoulaye Wade allait partir. Alors, par la force de l'histoire, Macky Sall partira. Par la force de l'histoire, leur heure viendra. Oui, mais il est également bon de tirer un bilan. La gestion des collectivités locales à l'heure du bilan, que retenir? Alors, moi, je pense que fondamentalement, nous avons besoin d'un État fort. Je pense que la décentralisation est arrivée très tôt dans notre histoire politique. Je pense que nous avons besoin d'un gouvernement central très fort. Et je pense qu'il y a des compétences décentralisées qu'il faut recentraliser parce que les communes n'ont pas les moyens de s'en occuper. Ça, c'est très important de le dire. Je pense que nous devons plutôt faire de la déconcentration plutôt que de la décentralisation. C'est ça le problème. Donc, à l'heure des bilans, il ne s'est rien passé depuis 2014. Qu'est-ce qui a changé? Pas beaucoup de choses. À l'approche des élections, il y a des maires qui sont en train de faire des chantiers, mais d'où vient l'argent? Il y a le projet Promoville, etc., etc. Donc le Sénégalais, en réalité, en général, il est berné. Il pense que c'est le maire qui fait. Il pense que c'est l'État qui fait. Il pense qu'il ne sait même pas d'où vient l'argent. Il ne sait même pas d'où viennent les projets. Il ignore tout ça. Tout ce qu'il veut, c'est de vivre. Et l'enjeu est le même pour tout le monde. Et l'enjeu a toujours été le même. C'est l'argent. Oui, c'est l'argent, vous avez dit, mais une élection, c'est l'organisation. Aujourd'hui, les primo-votants, de plus en plus, se déplacent pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Aujourd'hui, dans pas mal de localités, il y a des problèmes, il y a des tiraillements. Comment appréciez-vous une telle situation par rapport à une catégorie quand même qui constitue un électorat assez important? Mais vous avez été jeune, vous avez eu 18 ans. J'ai été jeune, j'ai eu 18 ans. Et c'était aussi comme ça de notre époque. On s'est tous engagés sur les listes électorales pour aller tout ça parce que, déjà, on venait d'être majeur, d'avoir droit au vote, c'est très important. C'est un événement très important dans l'évolution, en fait, dans l'existence d'un individu. C'est très important aussi et ça ne va pas changer. Les primo-votants, ils sont toujours engagés, mais est-ce que cela suppose qu'ils vont voter pour ci ou pour ça? Non, je ne le pense pas. Est-ce que ce sera de nature à
à changer l'issue du vote, je ne le pense pas non plus, parce qu'à ce moment-là, il faudrait se poser des questions, parce que s'il y a plus de primo-votants sur le fichier que d'anciens électeurs, c'est que le taux de mortalité est très élevé dans le pays. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Alors, ce qu'il faut, je pense, l'élément qui va être déterminant en février, c'est le taux de participation à ces élections locales-là. Je pense que c'est là où il faut mettre l'accent sur le taux de participation, parce que ce taux de participation nous permettra de savoir si les gens ont la pleine mesure de l'importance d'une équipe au sein des communes, sur l'importance de ces élections-là, et sur le changement que ça peut avoir sur leurs conditions d'existence. Je pense que c'est ça, c'est ça qu'il faut dire. Et comme je dis, il faudrait repenser la décentralisation. Il faut laisser aux maires ce qu'ils savent et ce qu'ils peuvent faire, et l'État doit prendre la responsabilité de ce que toutes ces communes-là ne peuvent pas faire, parce que avec l'acte 3 de la décentralisation, nous avons des communes avec beaucoup de population mais sans terre, et des communes avec beaucoup de terre mais sans population. Vous voyez, donc il faudrait repenser tout ça. Il faudrait taire, et c'est important, les préoccupations électoralistes qui président souvent au découpage administratif. Il faudrait taire tout ça et organiser le pays de la meilleure manière qui soit, pour que les populations puissent s'épanouir, pour que les communes puissent se développer, leur reprendre ce qu'ils ne peuvent pas faire et leur laisser ce qu'ils peuvent gérer. Oui, là est la problématique du redécoupage du territoire administratif, mais également une question: peut-on jauger l'état d'une démocratie dans un pays par sa capacité à organiser des élections? Non, parce que souvent, oui. Non, pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce que justement, c'est là que c'est dangereux. Si on dit que parce que tel pays organise des élections à intervalles réguliers et que les élections se passent sans embâge et que le président est réélu, c'est de la démocratie? Non. Non, parce que ça, c'est la vitrine de la démocratie. C'est même, si vous voulez, la finalité de la démocratie. C'est que les gens puissent arriver à s'exprimer. Mais avant d'arriver à ces élections-là, il y a le processus électoral. Oui. Parce que si, par exemple, le président dit « je vais aux élections, mais bon, je vais aller aux élections contre Pierre Hammet qui n'est pas connu, et que tous les autres sont supprimés, et que le jour du vote, il est élu à 99%, ben à ce moment-là, on ne peut pas parler de démocratie parce qu'il y a eu une élection. L'organisation d'élection n'est pas seulement le scrutin. Ben oui. Quand on parle de l'organisation d'élection, on parle du contexte préélectoral, le jour du scrutin et post-électoral. C'est ça. Alors, vous savez, il y a ce que les Nations Unies ont appelé l'intégrité électorale. Donc, qui est une notion qu'on étudie de plus en plus en sciences politiques. Ça veut dire que quand dans le processus électoral, n'est pas intègre, ce qu'on juge intègre, c'est-à-dire toutes les parties prenantes s'accordent sur le déroulement, sur l'organisation, sur le fichier électoral et tout, il y a de fortes chances que ça débouche vers des crises. Donc, est-ce que l'organisation d'élections en tant que telle est un baromètre de mesure de la démocratie d'un pays? Non, pas du tout. Parce qu'il y a des élections qui sont biaisées. Il y a des élections qui sont biaisées. Non, je pense que la démocratie, c'est la capacité pour un peuple de pouvoir participer à sa gestion. C'est la capacité pour un État de pouvoir laisser la parole libre à l'opposition, d'abord d'accepter d'avoir une opposition et d'accepter que cette opposition-là puisse s'exprimer, puisque le jeu démocratique soit se tienne de la manière la plus on va dire intègre possible, la plus humaine possible, et que les droits et les libertés individuelles soient respectées. Je pense que ça, c'est très important dans une démocratie. L'élection, c'est une chose, ce n'est ni l'alpha et l'oméga, et ni l'oméga du système, c'est juste un état. C'est juste une étape dans le système démocratique. Mais il est important, encore une fois, que les libertés individuelles, ça c'est très important, les libertés individuelles, les droits des citoyens qui soient respectés, la justice sociale, l'équité sociale, le système judiciaire, c'est cela, à mon avis, qui est le plus important dans une démocratie. Alors, un élément important, c'est la caution. 15 millions pour l'élection communale et 15 pour le départemental. Quelle réflexion? Mais tout dépend de pourquoi. Est-ce que c'est élevé? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que en démocratie, fixer la barre à 15 millions est pertinente? La question fondamentale, c'est de savoir pour quelles raisons. D'abord, nous sommes passés d'une élection où tout un chacun pouvait se présenter à une élection où il faut
il faut donner, comment on appelle ça? Comment vous avez appelé ça? Une caution. Une caution, oui. Parce que je pense qu'il y a eu des entretiens qui se sont passés entre un certain nombre de partis, ce qu'ils ont appelé le dialogue politique, le dialogue politique et qu'ils étaient tous d'accord. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi 15 millions? Pourquoi pas 1? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 30? S'expliquer sur la question. Voilà, s'expliquer sur la question. Quelle est la nécessité de mettre en place une caution? On ne nous l'a pas dit, ça. Est-ce que c'est pour réduire le nombre de candidats à ce moment-là? Ce serait peut-être pas du tout démocratique. Ou alors, est-ce qu'il c'est pour rationaliser les élections? Ou est-ce que c'est une participation à l'organisation des élections? On ne sait pas. On a dit une caution de 15 millions. Moi, je l'ai appris comme vous, certainement, vous l'avez appris. Mais on ne nous explique pas. Et c'est cela aussi qu'il faut... Je disais tout à l'heure que les gens ne communiquent pas assez. Mais l'absence d'explication. De transparence, de redevabilité. De redevabilité sur ces questions-là. Oui, alors qui sont des questions publiques également. Oui. Oui, alors, Pierre-Ahmed Bah, le mouvement politique, parlons-en. Je parlais du vôtre, moi, le Sénégalais. C'est la dénomination de votre mouvement politique. Moi, le Sénégalais, c'est un moi collectif, communautaire, ou c'est un moi individuel? Ah non, pas du tout. Il n'est pas du tout individuel. Je n'ai pas besoin de crier et de réclamer ma nationalité sénégalaise. Non, mais vous savez, c'est parti d'un point de vue très simple. C'est que nous sommes des pays où la communauté est très importante, où l'individu en tant que tel n'existe pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas atteint un certain niveau d'individuation qui nous permettrait de pouvoir couper le cordon ombilical avec la communauté et d'exister par soi-même. Nous n'existons pas par nous-mêmes, nous existons par notre communauté. Et ça va très loin. Nous existons d'abord par le cercle familial, ensuite par la grande famille, ensuite par l'ethnie, le village, la communauté, tout ça. Donc, ce moi-là, parce que quand je m'exprime, c'est pas moi-même qui m'exprime, c'est le plus moi-même que moi qui m'exprime. C'est-à-dire que c'est toute ma culture, c'est toute mon éducation, c'est tout mon environnement, c'est tout le Sénégal qui s'exprime à travers ma voix. Si je peux m'exprimer ainsi, c'est très philosophique, très imagé ce que je dis. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le moi. Tout individu qui dit moi le Sénégalais est Sénégalais. Donc c'est d'abord mettre en avant l'individu, mais un individu qui n'existe pas sans sa communauté. Et puisqu'on ne peut exister sans notre communauté, il est important que nous investissions pour la communauté. Et cette communauté, c'est le Sénégal, c'est ce que nous avons en partage, c'est ce que nous voulons changer, c'est ce que nous voulons pousser vers le développement. Donc il est important que tout un chacun s'y investisse, non pas en tant que politique ou en tant que politicien ou pour réclamer des positions, des privilèges ou alors des nominations. Non, tout simplement parce que nous pouvons, à notre niveau, tout un chacun, tout Sénégalais peut, à son niveau, dans son environnement immédiat, direct, tenir un discours de progrès, un discours de développement, un discours de changement. Alors la finalité, c'est la conquête du pouvoir pour tout parti politique. Nous ne sommes pas un parti politique. Pour vous, en tant que mouvement politique? Non, pour l'instant, nous ne sommes pas un parti politique. Nous n'avons pas d'ambition pour gouverner le Sénégal, en tout cas pas du tout pour le moment. Tout ce que nous voulons, c'est travailler au niveau de notre environnement immédiat et essayer de faire bouger les choses. Pour ces élections locales, vous serez candidat à la candidature? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas candidats. Vous ne retournerez pas à ces élections? Non, pas du tout. En Mboro, comme ça a été le cas? Non, pas du tout. Par contre, non, pas du tout. Mais par contre, je vais parler. Déception? Non, c'est pas une déception, c'est que je me suis rendu à l'évidence déjà. D'abord, moi, j'étais pas candidat à rien du tout. C'est des gens qui sont venus me voir, un collectif, une bande d'amis, des gens qui étaient tous des cadres, qui sont de ma génération et de la génération précédente, qui sont venus me dire, écoute, Pierre, il faut qu'on fasse quelque chose pour la commune. Et nous nous sommes réunis, nous avons pensé que vous seriez la meilleure personne pour diriger ce mouvement-là, pour qu'on aille se présenter aux élections. Il y a de plus en plus une dégradation de l'environnement à Mboro, avec les ICS qui impactent sur les conditions de vie des populations de Mboro. Oui. C'est le cas? Oui, effectivement, c'est le cas. Quelle est l'ampleur du phénomène? Alors, l'ampleur du phénomène, je ne peux pas vous le dire là, comme ça, parce que, en fait, à Mboro, il y a des organisations qui s'occupent de ça. Moi, je ne suis pas investi dans ça pour la bonne et simple raison que, écoutez, je suis issu de ces usines-là, parce que n'eût été ces usines, je ne serais pas né à Mboro. Mon père y travaillait. Et puis maintenant, oui, mais c'est pour être franc, c'est pour être très franc. Il y a un impact sur l'environnement, effectivement, mais cet impact n'est pas quantifié.
il n'est pas quantifié. Quel est l'impact sur la durée de vie des populations de Mboro, des émanations d'acide sulfurique ou alors de soufre qui est déversé sur le marché ou alors de camions de transport de déchets toxiques qui se déversent sur les marchés. Il n'y a eu aucune étude sur ça, en tout cas pas à ma connaissance, donc je ne peux pas me permettre de dire aujourd'hui que l'impact est positif ou négatif. Par contre, ce qui se voit, c'est que il y a énormément de maladies pulmonaires. Ben ça se voit parce que ça se sent directement dans l'environnement. Est-ce que les ICS en sont responsables ou pas? Encore une fois, je suis un scientifique et je ne peux me baser que sur des études ou sur des faits qui sont avérés. Je ne peux pas aujourd'hui venir ici et taper sur les ICS en disant que vous polluez l'environnement. Effectivement, toute industrie chimique pollue l'environnement. Il y a maintenant des seuils critiques, des seuils acceptables. Quelles ont été les études qui ont été réalisées? Je ne les connais pas, et donc je ne peux pas me prononcer sur cette question-là. En tout cas, avant de boucler, une dernière question concernant ces élections locales, mais concernant là où nous avons commencé, je veux parler de ces défis qui interpellent le Sénégal. Aujourd'hui, oui, et la question est posée justement à l'expert en intelligence des systèmes complexes que vous êtes, sur quelle alternative aujourd'hui face à une situation difficile, celle dans laquelle sont plongées les populations sénégalaises. C'est la dernière question. C'est une question très complexe. Alors, la population sénégalaise souffre. Elle souffre beaucoup. Et je trouve même que c'est une population très courageuse, très endurante et très résiliente. Et je pense que la croyance a quelque chose à voir avec tout ça, parce qu'on vit d'espoir et nous avons tendance à penser que tout ce qui nous arrive par la force ou par la grâce divine. Mais il est important aussi que nous avons, que les gouvernements qui se sont succédés jusque-là et ceux qui sont là aujourd'hui ont une part de responsabilité sur ça, parce qu'il leur appartient la lourde charge de mener le destin des populations, de présider à leur destin et de pouvoir changer leurs conditions de vie. Malheureusement, il y a beaucoup de politiques qui ont été réalisées, énormément, mais qui ne sont pas de nature à endiguer le problème. Nous sommes toujours dans des solutions conjoncturelles, comme l'année dernière. Cette année aussi, les inondations sont là, il y a des solutions conjoncturelles. On va déclencher le plan Orsec, amener des motopompes, tout ça, mais ça ne règle pas le problème. L'année prochaine, on pourra être là et tenir le même discours, comme ça a été le cas 2 ans ou 3 ans auparavant. Il y a eu la pandémie à Covid-19 l'année dernière, l'État a sorti 1000 milliards, on a donné des vivres, tout ça, mais tout ça c'est conjoncturel, c'est pas structurel. Donc je pense qu'il nous faut avoir des approches structurelles pour pouvoir aider les populations. Les 47 milliards auxquels l'État vient de renoncer, c'est très bien. Je disais tantôt que c'est insuffisant parce que c'est conjoncturel, ce n'est pas structurel. Je pense que l'État doit aujourd'hui se rendre compte qu'il lui faut des solutions structurelles, parce que ce sont les seules solutions qui sont durables, mais pas des solutions conjoncturelles, parce que des solutions conjoncturelles, c'est des réactions. C'est comme dans la physique, action, réaction. Il y a eu, on va donner des matelas, des sacs de riz, des trucs comme ça. Non, je pense qu'il faut des solutions structurelles, il faut penser. Comment l'État va organiser ça? Ça, je ne peux pas influer là-dessus, je ne peux pas leur dire parce que c'est eux qui gouvernent, je ne le sais pas, mais je pense qu'il est important de créer une sorte un consensus. Il nous faut un consensus minimal sur certaines questions. Les assises nationales avaient bien réussi cela, et je pense qu'il est important de reposer cela sur la table, de rappeler les gens qui avaient participé à ça, de prendre toute l'expertise sénégalaise en la matière, parce que nous allons vers de fortes crises économiques, et cette crise-là sera pire que celle de 2008. Liée à quoi? Mais avec la crise maritime, liée à la crise mondiale. Oui. Il y a une crise mondiale qui commence à naître, et cette crise-là va durer au moins jusqu'à, je vous ai dit tout à l'heure, au moins jusqu'à la mi-2022. Donc c'est pas maintenant que ça va se régler. Et il faudrait que l'État puisse avoir des pensées, en fait des approches prospectives pour pouvoir anticiper sur ce qui va se passer. Parce que qui dit crise maritime va dire raréfaction de certains produits. Qui dit raréfaction de certains produits va dire inflation. Qui dit inflation, crise économique qui va accentuer la pauvreté. Donc c'est une crise à la poupée russe. On part du plus grand au plus petit, mais là on est en train de partir du plus petit au plus grand, parce que tout a un impact sur notre existence. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir des approches inédites, parce qu'on ne peut pas trouver dans les tiroirs de solutions
clairement, de solution passe-partout. Non, c'est impossible. Il faut partir de ce que nous avons. Il faudrait peut-être penser réduire le train de vie de l'État. Il faudrait taxer certains produits de consommation qui ne sont pas des produits de première nécessité, comme l'alcool, comme la cigarette, comme les vêtements, comme les chaussures, etc., les sacs, machin. Et donc, il faut trouver des solutions. C'est comme ça qu'on peut arriver à juguler et à trouver de l'argent pour aider les familles défavorisées, parce que j'aime pas trop tout à l'heure on parle de la pauvreté, mais bon, il faut parler plutôt de familles vulnérables, oui, défavorisées, tout ça, donc qui est en termes beaucoup plus humains. Je pense qu'il est important en tout cas que le gouvernement se ressaisisse, qu'on arrête de réagir et qu'on se pose en vrai homme politique, qu'on se pose en vrai dirigeant, qu'on se pose en vrai homme d'État, et qu'on pense à l'avenir de ce pays-là et comment juguler les prochaines crises. Oui, merci encore une fois à Pierre Ahmed Ba pour rappeler que vous avez été notre invité. On aura certainement l'occasion d'entrer encore en profondeur de ces questions à enjeu tout au long justement des périodes comme celle préélectorale, le jour du scrutin et même post-électoral. L'occasion nous sera donnée pour encore débattre. Merci pour rappeler à nos auditeurs que Pierre Ahmed Ba est anthropologue, expert en intelligence des systèmes complexes, et oui, à la tête aussi du mouvement politique dénommé Moi le Sénégalais, un moi communautaire et non de l'individuel, de l'identité individuelle. En tout cas, merci Ahmed. Merci à vous, le plaisir a été pour moi. Mesdames et messieurs, c'en est tout. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Merci à l'équipe digitale, à la tête Alun Badra Sossé. Dimanche prochain pour un autre rendez-vous. Au revoir. Au revoir.